Madwillian, vous voulez encore plus de vidéos? C'est simple, abonnez-vous. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec un nouveau concept. En effet, en plus des critiques de films habituels, je vous propose de découvrir à mes côtés des longs métrages qui ont tout simplement jamais existé. Pénétrons dans une dimension alternative du cinéma où des films tels que Les Croisades de Paul Verhoeven ou le Spider-Man de James Cameron ont réellement existé. Pour cette première, prenons le fouet et le chapeau du plus célèbre archéologue de l'histoire du cinéma. Nous allons donc parler d'Indiana Jones et le roi des singes, écrit par Chris Columbus durant les glorieux 80s et qui aurait dû être le troisième volet de la célèbre saga. Un peu d'histoire, en 1984, à la sortie d'Indiana Jones et le Temple maudit, un nouvel opus a tout de suite été envisagé. Mais il n'y avait pas encore de scénariste. L'Arche perdue était l'œuvre de Philip Kaufman, parti voler de ses propres ailes avec l'étoffe des héros. Le second, le Temple maudit, était une création de Willard Huyck et Gloria Katz, un couple à la ville et à l'écran, parti ensuite écrire et tourner le fabuleux Howard le Canard. Pour le troisième opus, Lucas envisage tout d'abord Diane Thomas, la scénariste qui s'était fait connaître avec La poursuite du diamant vert. Elle travaille alors sur un script évoquant une maison hantée d'après une idée de George Lucas. Son développement n'arrive pas à convaincre Lucas et Spielberg. De toute façon, la mort prématurée de Diane Thomas dans un accident de voiture ne permettra pas au projet d'aller plus loin. Lucas engage alors le petit protégé de Steven Spielberg, Chris Columbus, qui venait de signer les Gremlins et qui s'apprêtait à nous offrir les 2 maîtres étalons du divertissement des années 80 avec les Goonies et le secret de la pyramide. Le scénariste signe un contrat avec Lucasfilm le 1er octobre 1985. Il fournira un script en mai 1986 qui ne sera pas accepté. Il proposera ensuite une seconde version qui sera également refusée et mettra fin à son engagement. Dans cette chronique, j'aborderai cet Indiana Jones et le roi des singes, écrit par Columbus et resté inédit à l'écran, en m'appuyant sur la lecture de la première version, rédigée par le scénariste et refusée par Lucas, qui aurait reproché au script de ne pas être assez réaliste. En même temps, George Lucas, il a un peu de mauvaise foi. Parce que c'est quand même le mec qui, quelques années plus tard, réussira à foutre en l'air l'excellent script de Frank Darabont, intitulé La Cité des Dieux, qui sera totalement réécrit et donnera le miteux Indiana Jones et le crâne de cristal. Spielberg aurait également eu des réserves sur le script. Il faut savoir qu'il commençait à rechercher une certaine reconnaissance critique et souhaitait faire des films plus dramatiques. Il voulait également un scénario moins fantaisiste. Spielberg fera alors appel à Tom Stoppard, qui avait collaboré à l'Empire du Soleil et Brésil, pour poser les bases d'une nouvelle histoire qui donnera Indiana Jones et la dernière croisade. Pour autant, cet Indiana Jones et le roi des singes a été parfois cité dans l'univers partagé du plus célèbre des archéologues. Ainsi, dans Indiana Jones Artifacts, qui était un supplément du jeu de rôle The World of Indiana Jones, l'aventure écrite par Columbus est citée. De même, on trouvera des références au travail de Columbus dans le roman Indiana Jones et le mystère du mont Sinaï, ainsi que dans le jeu Facebook de Zynga, Indiana Jones Adventure World. L'Indiana Jones de Columbus contient pas mal d'humour et possède un rythme trépidant. Le film commence en Écosse, où notre héros se lance à la poursuite d'un étrange tueur qui s'avère être un fantôme. Une introduction musclée, où se multiplient les pièges, dans laquelle Columbus donne à voir des visions dantesques, tirées de l'imagerie gothique avec notre archéologue qui découvre un pauvre malheureux, servant de gond à une cloche de l'enfer. Le scénariste des Gremlins, en ouvrant sur cette séquence, nous donne à voir un film aux limites de la fantaisie. Les éléments surnaturels s'enchaînent et ne sont pas forcément confrontés à un univers réaliste comme dans le premier volet. Une ouverture vraiment efficace qui n'a pas à rougir par rapport à l'Arche perdue grâce à son méchant charismatique, Seamus Seagraff Free, qu'on déplore ne pas voir dans la suite du long métrage. A noter que Lucas s'inspirera de cette introduction pour sa série des aventures du jeune Indiana Jones, où il confrontera notre apprenti archéologue à Vlad l'Empaleur dans l'épisode Masks of Evil. Après ce passage en Écosse, Columbus reprend le schéma dramatique habituel en nous montrant notre archéologue à la faculté. On apprend alors qu'Indy doit partir en Afrique pour retrouver la cité légendaire fondée par le roi des singes où se cacherait le secret de la vie éternelle. Nous avons alors une succession de gags qui nous montrent ô combien Indy est un piètre enseignant. Il semble clair ici que Columbus va avant tout nous offrir une comédie d'action où notre héros finira par chevaucher un rhinocéros pour faire face à des hordes de nazis. Définitivement, cet Indiana Jones a plus à voir avec le Temple maudit qu'avec l'Arche perdue.
Indiana Jones part en Afrique et l'histoire commence vraiment. Notre héros y affrontera un nazi qui possède un bras qui tire des balles et même lance de l'électricité. Une idée farfelue qui avait déjà été envisagée, mais pas retenue dans le premier volet de la saga. Mais soyons clairs, si le scénario de Columbus a été refusé, Lucas et Spielberg à leur tour ne se gêneront pas pour reprendre les idées du papa des Goonies pour la dernière croisade. En effet, la scène d'action dans le tank, ainsi que la course avec les hors-bords, sont déjà présentes dans Indiana Jones et le roi des singes. Ce n'est pas un hasard, car à la lecture du script, il semble évident que Columbus a un don pour écrire des séquences d'action bien chorégraphiées avec un certain nombre d'éléments différents en jeu. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire le scénario de Columbus, qui compte des séquences qui auraient pu devenir cultes, je pense par exemple à l'attaque du vaisseau pirate, ce qui explique que certains moments de cet Indiana Jones et le roi des singes ont été réutilisés dans d'autres projets. A noter que Columbus nous donne à voir un personnage féminin plutôt rigolo et original avec Betsy, la jeune étudiante. Éperdument amoureuse de notre Indy, elle nous est présentée par le biais de ses tentatives de suicide ratées, dont l'une mémorable avec le célèbre lasso. L'idée est plutôt bonne sur le papier car elle met en lumière le machisme du personnage. Malheureusement, l'écriture de Columbus concernant Betsy est trop limitée au côté comique. Alors que dans le script, elle ne cesse de parler de son enfance à Brooklyn, qui aurait fait d'elle une dure, elle n'agit jamais en tant que telle et devient un sidekick sans intérêt. Columbus ne semblait pas à l'aise avec ce personnage, qui sera supprimé dans la deuxième version du script. Même si Columbus démystifie pas mal le personnage d'Indiana Jones, pour autant, quand on voit ce que Spielberg et Lucas font du personnage dans le 4e volet, on se rend compte que le scénariste Gremlins signe plutôt un excellent épisode qui compte des tableaux puissants et effrayants, comme lorsque le nazi prend le contrôle de la tribu de Pygmées. Enfin, le final avec la résurrection de notre héros est parmi l'une des meilleures conclusions de tous les Indiana Jones. Il est clair à la lecture du script que Columbus était dans la période la plus créative de sa carrière, tant son travail fourmille d'idées. Conçu à la manière d'un grand 8, qui ne laisse jamais le spectateur reprendre son souffle, cette première version du scénario aurait pu donner un très bon volet, après plusieurs réécritures. Alors pourquoi cet Indiana Jones n'a pas été tourné? Alors j'ai déjà parlé des réserves de George Lucas et de Spielberg, mais pour moi la première raison est tout simplement d'ordre budgétaire. Si l'encre pour les machines à écrire ne coûte pas grand-chose en 1985, la traduction du texte à l'image aurait nécessité des centaines de millions de dollars. À une époque où les effets digitaux étaient quasi inexistants, il était difficilement envisageable de construire en dur les monstrueux décors évoqués par Columbus comme la cité recouverte d'or. De la même manière, mettre en scène un tank gigantesque, plus gros qu'un zeppelin, ou bien donner vie à de grands singes qui vont participer à la bataille finale contre les armées allemandes, semblait impossible sans le recours à l'image de synthèse, qui était encore à l'époque assez balbutiement. À ce titre, le film Congo, sorti presque 10 ans plus tard et adapté du roman homonyme de Michael Crichton, prouvera que la mise en scène de grands singes au cinéma n'était pas forcément gagnée avec des animatroniques. L'autre élément qui a sans doute conduit la production à ne pas tourner cet Indiana Jones est l'utilisation de clichés colonialistes hérités des œuvres d'aventure du passé. Le Temple Maudit avait déjà eu mauvaise presse par rapport à sa présentation de la culture indienne. Il semble ici évident que cet Indiana Jones et le roi des singes auraient provoqué un tollé quant à la représentation des Africains. On pense en particulier à Scraggy, qui accompagne le héros et qui est forcément naïf et superstitieux. Columbus multiplie les hommages dans son scénario à des films comme Casablanca ou African Queen. Il voulait retrouver le souffle des récits d'aventure du passé. Malheureusement, il en a réutilisé les clichés colonialistes. Des images d'Épinal qui sentent bon le racisme à la Hergé dans Tintin au Congo, qui n'ont tout simplement pas leur place dans le cinéma contemporain.